Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui une séance intitulée sur le problème de consanguinité et le diagnostic prénatal. Ce cours intéresse aussi bien les élèves de 4e sciences expérimentales que les élèves de 4e maths. Introduction. À l'heure actuelle, la mortalité infantile est causée dans 10% des cas par des troubles entièrement génétiques. En revanche, la génétique humaine tente aujourd'hui de prévoir, c'est-à-dire d'identifier les sujets à risque qui pourront bénéficier des efforts de prévention. Ce qui nous amène à se poser les questions suivantes. Quels sont les risques des mariages consanguins? Comment détecter les anomalies génétiques et chromosomiques pendant la vie fœtale? Quelle est l'importance du diagnostic prénatal? Dans un premier temps, on va traiter le problème de la consanguinité en se basant sur l'exercice suivant. L'exercice: la phénylcétonurie est une maladie héréditaire grave due à un déficit enzymatique, dont la cause est une mutation génique. On estime qu'un individu sur 63 est porteur de la mutation dans les populations européennes. Un médecin a établi l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints de cette maladie. D'autres données permettent d'affirmer que le sujet de 1, voilà le sujet de 1, est homozygote. Bon, on va étudier le mode de transmission de cette maladie en se basant sur cet arbre généalogique. À partir d'une analyse rigoureuse et argumentée de l'arbre généalogique, indiquer si l'allèle responsable de la maladie est dominant ou récessif. Deuxième question. Préciser si le gène de la maladie est porté par un chromosome sexuel ou un autosome. On commence par traiter la relation de dominance ou de récessivité sur cet arbre généalogique. Prenons le cas de l'individu 3-4. L'individu 3-4 est malade. Ses parents 2-4 et 2-5 sont phénotypiquement sains. Donc, au moins l'un des parents possède l'allèle de la maladie, mais elle ne s'exprime pas. Donc, l'allèle de la maladie, elle est masquée. On peut dire l'allèle est récessif. Soit la notation du gène N petit n contrôlant ce caractère, avec N l'allèle normal dominant et petit n l'allèle muté récessif. Avec N domine petit n. On va voir maintenant la localisation chromosomique du gène. Le gène de la maladie est-il porté par un chromosome sexuel ou un autosome? Pour cela, on va se poser les hypothèses suivantes. Première hypothèse: l'allèle de la maladie est porté par la partie spécifique du chromosome Y. Cette hypothèse est à rejeter, car il existe dans l'arbre généalogique des filles malades, telles que la fille 2-3 et la fille 3-4. Et or, la fille n'a pas de chromosome Y, donc cette hypothèse, elle est à rejeter. Passons à l'hypothèse 2. L'allèle de la maladie est porté par la partie spécifique au chromosome X. Prenons le cas de l'individu 3-4. Selon cette hypothèse, puisque la maladie elle est récessive, donc l'individu 3-4 a pour génotype XN sur XN. Il a hérité par conséquent un allèle XN de la mère 2-4, qui doit être donc hétérozygote, et elle a hérité un allèle XN de son père 2-5, qui doit être à son tour aussi malade, de génotype XN sur Y. Or, ce n'est pas le cas. Le père 2-5, comme on le voit dans le pédigré, il est sain.
Donc cette hypothèse, elle est à rejeter. Maintenant, vérifions, est-ce que le gène de la maladie est autosomal? Revenons toujours pour les individus atteints. L'individu 3-4, il est atteint, donc il est nécessairement un petit n sur petit n. De même pour l'individu 2-3. Par conséquent, les parents de l'individu 3-4 devaient être tous les deux hétérozygotes de génotype grand N sur petit n, possible. Pour l'autre individu malade, 2-3, il admet pour un parent malade aussi, il est petit n sur petit n, et sa mère doit être aussi hétérozygote de génotype grand N sur petit n. Donc, ceci est vérifié d'après le pédigré. Cette hypothèse, donc, elle est confirmée. La conclusion, il s'agit d'un cas d'hérédité récessive autosomale et les individus atteints sont donc homozygotes de génotype petit n sur petit n pour tous les individus malades, petit n, et les parents sains tels que 1, 2 et 2, 4, 2, 5 sont hétérozygotes grand N sur petit n. On va traiter maintenant le calcul de risque pour les couples 3-2, 3-3 et le couple 3-5, 3-6. Puisqu'il existe une maladie héréditaire dans cet arbre généalogique, donc ces couples présentent un risque d'avoir des enfants atteints, que ce soit pour les fœtus 1 et 2, de même pour le fœtus 3. Bon, on va voir maintenant le calcul de risque pour le couple 3-2, 3-3. Voilà le couple, on va chercher le risque pour ce couple. 3-2, 3-3. Deux parents normaux peuvent engendrer un enfant atteint puisque la maladie est récessive autosomique. Il suffit que les deux parents soient hétérozygotes. Donc pour avoir un enfant atteint, il faut que ces deux parents soient hétérozygotes. Alors, nous allons chercher le risque d'être hétérozygote pour chacun de ses parents, c'est-à-dire pour la mère 3-2 et pour le père 3-3. On commence par la mère 3-2. La mère 3-2 provient d'une mère 2-2 qui est obligatoirement hétérozygote. Voyons pourquoi. Le père est malade, donc il a pour génotype petit n sur petit n. Par conséquent, la mère 2-2, elle est nécessairement hétérozygote, elle a hérité petit n de son père. Donc une mère hétérozygote de génotype petit n sur petit n a une chance sur 2 d'avoir transmis l'allèle muté à sa fille 3-2, vu que le père de 1, dans les données, il est homozygote, donc il ne possède pas l'allèle de la maladie. Donc le risque pour 3-2, il est égal à 1,5. Donc le risque pour 3-2 d'être hétérozygote, 2 points, la mère de 2 et de 3-2 est obligatoirement hétérozygote de génotype grand N sur petit n, puisque son père de 1 est malade de génotype petit n sur petit n. Rappelons que le père de 1 est homozygote sain, mais la mère de 2 a une chance sur 2, 1,5, d'avoir transmis un allèle muté à sa fille 3-2. Et par conséquent, le risque de 3-2 est égal à 1,5. Maintenant, on va chercher le risque pour l'individu 3-3 d'être hétérozygote. 3-3, il a une sœur 3-4 malade. Par conséquent, les parents 2-4 et 2-5 devaient être tous les deux hétérozygotes de génotype grand N sur petit n.
On va voir le tableau de rencontre des gamètes. Voilà l'échiquier. Donc l'échiquier de croisement du couple 2, 4, 2, 5 rend compte des probabilités de rencontre entre les divers gamètes et par suite il précise les génotypes possibles des enfants d'un tel couple. Regardons l'échiquier. Un tel couple hétérozygote, donc pour les deux, voilà les gamètes du parent 2, 4 et 2, 5. Un tel couple a un risque de 1/4 d'avoir donné un enfant malade, atteint. Et voyons, pour les individus sains, il existe 3 individus sains, dont 2 sont hétérozygotes. C'est-à-dire, donc, le risque, d'après l'échiquier, un enfant normal a donc 2 chances sur 3 d'être hétérozygote. Et c'est le cas de 3, 3, et c'est le cas de 3, 3 et 3, 5. Donc, c'est le cas de 3, 3 et 3, 5. Donc, il a 2 tiers. Le risque pour l'individu 3, 3 et 3, 5, il présente un risque de 2 tiers, comme on vient de le voir dans l'échiquier. Voilà, je répète ceci. Donc, dans l'échiquier, on voit qu'il y a 2 enfants sains, hétérozygotes sur 3. Donc, le risque, voilà, il est écrit, 3, 3 a un risque de 2 tiers. Maintenant, le risque pour le père, pour que le père et la mère soient hétérozygotes, on fait le produit. Donc, on prend le risque de la mère, il est 1/2. Le risque du père, il est 2 tiers. Et un tel couple hétérozygote, il a un risque de 1/4 d'avoir donné un enfant malade. Par conséquent, on va multiplier par 1/4. Enfin, la probabilité pour chacun des fœtus 1 et 2 d'être atteint de la maladie égale 2 tiers fois 1/2 fois 1/4 égale 1/12. Donc ce risque, il est assez élevé. Maintenant, on va voir le calcul de risque pour le couple 3, 5, 3, 6. Voilà le couple 3, 5 et 3, 6. D'après le pédigré, l'individu 3, 6 est extérieur à la famille et dont l'ascendance n'est pas connue. A 1 sur 63 chances d'être hétérozygote. Ceci est indiqué dans les données de l'exercice. Pour 3, 5, on a déjà fait le calcul pour 3, 3, c'est la sœur de 3, 3. Par conséquent, elle présente le même risque que 3, 3. Donc le risque d'être hétérozygote pour 3, 5 égale 2 tiers. D'où le risque pour ce couple, ça sera donc 1 sur 63, le risque du père d'être hétérozygote, 1 sur 63, multiplié par 2 tiers, le risque de la mère d'être hétérozygote, bien sûr, fois 1/4. Parce que toujours, un tel couple hétérozygote, il a un risque de 1/4 de donner un enfant atteint. Donc le risque égale 1 sur 378. Comparons maintenant le risque pour le couple 3, 2, 3, 3 et le couple 3, 5, 3, 6. Voilà les résultats. Le risque de 3, 2, 3, 3 égale 1/12. Il est nettement supérieur au risque du deuxième couple, qui est 1 sur 378. La conclusion, on peut conclure que le risque d'engendrer un enfant atteint pour des individus consanguins, comme dans le cas de 3, 2, 3, 3, est nettement supérieur à celui encouru par des sujets non apparentés. D'où les mariages consanguins augmentent donc le risque. Vous voyez ici, le risque il est plus élevé. D'où les mariages consanguins augmentent le risque de l'apparition de la tare. Par conséquent, de tels mariages sont déconseillés dans le cas où une maladie récessive existe chez les antécédents. Vu qu'il n'existe pas de thérapie génique actuellement praticable,
Le recours au diagnostic prénatal s'impose chaque fois que le risque est élevé. Bon, comment détecter les anomalies chromosomiques et géniques pendant la vie fœtale? Donc, on va traiter le problème du diagnostic prénatal. Le diagnostic prénatal des anomalies chromosomiques et des maladies géniques. On va voir maintenant les principales techniques du diagnostic prénatal. Consiste à prélever des tissus fœtaux et à effectuer diverses recherches sur ces prélèvements. On commence par les techniques de prélèvement de tissus fœtaux. Première technique, on va voir l'amniosynthèse. Deuxième technique, de prélèvement du sang fœtal. Troisième technique, la biopsie de villosité choriale. On commence par la première technique, l'amniosynthèse, qui est la plus utilisée. L'amniosynthèse, donc, c'est le prélèvement de liquide amniotique. Voilà le liquide amniotique, dans lequel se trouvent des cellules du fœtus détachées de la peau ou des muqueuses. Il est pratiqué aux 17e semaine de la grossesse par ponction à l'aiguille. Donc, vous voyez l'aiguille, sous contrôle échographique, bien sûr. Deuxième technique de prélèvement, on va voir le prélèvement du sang fœtal. Donc, c'est le prélèvement du sang fœtal à partir du cordon ombilical. Regardons le cordon ombilical. À partir du cordon ombilical, sous contrôle fœtoscopique. Donc, bien sûr, il y a un contrôle fœtoscopique au cours de ce prélèvement. Ce diagnostic, il est pratiqué vers 18 à 20e semaine de grossesse. Troisième technique de prélèvement, la biopsie de villosité choriale. Consiste à prélever quelques villosités du placenta. Donc, à ce niveau-là, voilà les villosités du placenta. Elle peut être pratiquée vers 8e semaine de grossesse. Donc, elle est plus précoce que les autres techniques. Grâce à une pince à biopsie, voilà une pince, introduite par le col de l'utérus sous contrôle échographique, cette technique est précoce, mais elle présente un risque d'avortement plus élevé que l'amniosynthèse. Notons bien, ici vous avez les villosités choriales sont formées de cellules fœtales. Bon, notons bien, les villosités choriales sont formées de cellules fœtales. Regardez ici, vous avez les villosités choriales. Ces villosités choriales sont prélevées afin d'obtenir des cellules fœtales. Parce qu'on a besoin des cellules fœtales pour le diagnostic de la maladie. Comment détecter maintenant les anomalies chromosomiques? On va commencer par les anomalies chromosomiques. La détection d'anomalies chromosomiques se fait par la réalisation du karyotype à partir de cellules fœtales, prélevées par l'une des techniques précédentes et cultivées pendant quelques jours dans un milieu favorable. Le document ci-dessous représente les karyotypes de deux enfants, l'un normal et l'autre présente une anomalie. Justifiez maintenant lequel est normal et lequel présente une anomalie du karyotype. Précisez en quoi consiste cette anomalie. Regardons le karyotype 1. Le karyotype 1 présente 23 paires de chromosomes homologues dont 22 paires sont parfaitement homologues. Donc de la paire numéro 1 jusqu'à la paire numéro 22. Ils sont parfaitement homologues. Ce sont des autosomes. Tout ça, ce sont les paires d'autosomes. Bon. Et il y a une paire de chromosomes sexuels. Voilà la paire d'hétérochromosomes XY. Donc, l'enfant ayant pour karyotype 1, c'est un garçon, puisqu'on a trouvé une paire de chromosomes sexuels XY. On en déduit que l'enfant ayant pour karyotype 1
est un garçon normal. Il a pour garniture chromosomique 2N égale 22 paires d'autosomes plus XY. Analysons maintenant le karyotype 2. Le karyotype 2 montre une différence essentielle en ce qui concerne la paire numéro 21. Donc, le chromosome 21 existe en 3 exemplaires. Vous voyez ici 3 exemplaires du chromosome 21 au lieu de 2. D'où le nom, on va appeler cette anomalie la trisomie 21, donnée à cette aberration chromosomique. Il s'agit donc d'une anomalie numérique. Bon, on va voir maintenant les signes de la trisomie 21. Les sujets atteints sont caractérisés par une arriération mentale, âge mental ne dépassant pas 6 à 7 ans, avec des yeux obliques vers le bas et les mains petites aussi. On va chercher maintenant l'origine de cette trisomie, de cette anomalie numérique. La trisomie 21 résulte d'une erreur survenue au cours de la méiose chez l'un des parents, surtout chez la mère dont l'âge s'approche de la ménopause. Expliquer, on va traiter cette question, expliquer à l'aide de schémas le comportement de la paire numéro 21 au cours de la méiose et de la fécondation ayant abouti à la naissance de l'enfant trisomique. Bon. La réponse, donc on va répondre à cette question, on va chercher donc l'origine de cette anomalie chromosomique. La réponse va être sous forme d'un schéma. En effet, au cours de la gamétogenèse, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, il peut y avoir malheureusement une erreur au cours de la méiose. Bon, on va voir en premier lieu les étapes, brièvement, les étapes d'une méiose normale. On a représenté ici, regardons, la paire numéro 21. Le chromosome bleu, c'est celui d'origine paternelle, par exemple, et le chromosome rouge, il est d'origine maternelle. Donc ça, c'est une paire d'homologues, on peut l'appeler bivalent. Première division de la méiose, la division réductionnelle, c'est une division réductionnelle normale. On assiste à une séparation des paires d'homologues, c'est-à-dire chaque chromosome se sépare de son homologue, sans qu'il y ait, bien sûr, division des centromères. On obtient le résultat de cellules haploïdes à n chromosomes dupliqués. Ça, c'est une division réductionnelle normale. Au cours de la division équationnelle de la méiose, deuxième division de la méiose, il y a clivage des centromères. Regardez, c'est-à-dire le centromère, il va se diviser en deux et on obtient 2 chromatides sœurs. Au cours de l'anaphase 2, on assiste à une ascension polaire des chromatides numéro 21 vers les 2 pôles opposés de la cellule, de telle sorte qu'à l'anaphase, à la télophase 2, on obtient des gamètes normaux. Donc tous ces gamètes sont normaux et chaque gamète, regardez, possède un seul chromosome numéro 21. Donc d'une manière générale, chaque gamète ne peut posséder qu'une seule chromatide du bivalent initial. Vous voyez ici, ça c'est un bivalent. Donc on peut vérifier que chaque gamète normale ne peut posséder qu'un seul chromosome 21 à partir du bivalent initial. Bon, maintenant, prenons le cas où il y a une erreur au cours de la division réductionnelle. Bon, première division, ça c'est la paire numéro 21. Au cours de la division réductionnelle, il y a une non-disjonction de la paire numéro 21. C'est-à-dire les 2 chromosomes 21 migrent vers le même pôle de la cellule, de telle sorte qu'à la fin de la division réductionnelle, on a obtenu les 2 chromosomes 21 dans la même cellule. Cette cellule, elle est AN plus 1 chromosome dupliqué
alors que l'autre cellule, elle est à N-1 chromosomes dupliqués. Au cours de la division équationnelle, ça c'est une division équationnelle normale, mais bien sûr, on a obtenu à la fin de la division équationnelle des gamètes anormaux possédant chacune N plus 1 chromosome. Donc vous voyez ici, vous avez deux chromatides non sœurs du chromosome 21. Donc il y a clivage des centromères, mais bien sûr, la migration, on a obtenu deux chromosomes fils 21, dont chacun des gamètes anormales. Ça, ce sont des gamètes aussi anormaux à N-1. Maintenant, on va traiter le cas où l'erreur peut se produire au cours de la division équationnelle. Toujours ça, c'est la paire numéro 21. Première division réductionnelle normale. Il y a séparation des paires d'homologues. Chaque chromosome homologue se retrouve, chaque chromosome 21 se sépare de son homologue. Des cellules à N chromosomes chacune, normale. Maintenant, division équationnelle. Il y a division des centromères. Voilà le centromère. Ils se divisent, mais les deux chromosomes, les deux chromatides du même chromosome migrent vers le même pôle de la cellule. Donc on dit qu'il y a non-disjonction des chromatides du chromosome 21. Et par conséquent, on a obtenu des gamètes anormaux. Ces gamètes présentent N plus 1 chromosome, alors que l'autre gamète, elle présente N-1 chromosome. Donc ce gamète, il présente deux chromosomes 21. Pour cette cellule, division normale, on a obtenu des gamètes à N chromosomes. La fécondation, qui réunit au hasard les gamètes, bien sûr. Donc, de tels gamètes anormaux, l'union de tels gamètes anormaux avec un gamète normal va aboutir à une cellule œuf qui présente une trisomie 21. Regardez, dans cette cellule œuf, on a obtenu 3 chromosomes 21. La même chose, que ce soit l'erreur, donc le résultat est le même, que ce soit l'erreur s'est produite au cours de la division réductionnelle ou bien au cours de la division équationnelle, de tels gamètes anormaux unis avec un gamète normal va donner une cellule œuf anormale à 2N plus 1, qui est trisomique. En effet, cette aberration chromosomique est assez fréquente. 1 sur 700 naissances. Ces proportions peuvent augmenter avec l'âge de la mère, qui s'approche de 45 ans. C'est la raison pour laquelle donc, le diagnostic des anomalies chromosomiques est proposé pour toute femme enceinte âgée. On va traiter maintenant comment détecter les maladies génétiques. Selon la maladie recherchée, on effectue sur les prélèvements soit une étude de l'ADN fœtal par utilisation de sondes moléculaires radioactives, qui est une copie du gène en question, soit des analyses biochimiques des protéines ou des enzymes, caractérisant une maladie métabolique. On va voir donc le diagnostic par analyse de l'ADN. Dans un premier temps, donc je m'explique, en partant de cellules fœtales, en partant des cellules fœtales qu'on a déjà montré leur prélèvement, on va commencer par extraire l'ADN à partir de cellules fœtales. Après cet ADN, regardez, il sera coupé par des enzymes de restriction et on obtient des milliers de fragments d'ADN. Après, ces fragments d'ADN sont déposés sur un gel d'agarose comme support
et ils sont séparés par migration sous l'effet d'un champ électrique. Donc ça, cette technique s'appelle la technique d'électrophorèse. La migration des fragments, je rappelle que se fait selon la charge électrique des acides nucléiques, parce que les molécules d'ADN sont chargées, et selon leur taille, leur masse moléculaire. Donc ceux qui sont plus électronégatifs migrent plus vite vers l'anode. Voilà l'anode. Ça c'est l'anode, et ça c'est la cathode. Voilà le sens de migration, donc du haut vers le bas, de la cathode vers l'anode. Troisième étape, ces fragments d'ADN sont dissociés sont rendus sous forme simple brin. Et ceci est possible par ajout de NaOH ou bien par simple chauffage. Après, on fait un transfert. Regardez le transfert, ça c'est un papier spécial. On l'appelle papier de nitrocellulose. C'est comme une empreinte, on va prendre. On applique le papier sur les fragments, sur la plaque, et on aura des empreintes des fragments d'ADN. Après, quatrième étape, ce papier de nitrocellulose, il sera incubé avec la sonde moléculaire radioactive. Bon. Qu'est-ce que c'est? Donc, qu'est-ce que c'est la sonde? Je vais m'expliquer. La sonde, donc, c'est vous voyez ici des traits verts. La sonde, c'est schématique, bien sûr. La sonde, c'est une séquence de nucléotides du gène en question qui est rendue radioactive par marquage de certains atomes qui entrent dans la constitution des acides nucléiques. Et elle permet de repérer le gène recherché en se basant sur le principe de complémentarité des bases. C'est-à-dire, elle peut s'hybrider de manière stable avec les fragments du gène qui lui sont homologues, qui sont complémentaires à la séquence du gène. Après cette étape, on passe à l'étape numéro 5. Il y a lavage. Pourquoi on fait le lavage? Pour éliminer les sondes non fixées, puis autoradiographie. Et ainsi, le couple gène-sonde sera révélé. Voilà par exemple ici une seule tâche. Cette tâche représente le couple gène-sonde. Il y a une hybridation moléculaire. Donc ça c'est un fragment d'ADN portant la séquence homologue de celle de la sonde. Bon. Si le fœtus ou l'individu diagnostiqué présente une seule tâche, c'est-à-dire il est homozygote, mais on ne peut pas savoir est-ce qu'il est atteint ou sain. Et s'il présente deux tâches, il est hétérozygote. Donc on doit comparer le profil génétique de l'individu diagnostiqué avec un individu normal pour déduire son génotype. Voilà l'intérêt de cette technique. Elle permet de préciser le génotype de l'individu à diagnostiquer. Maintenant, on va voir une deuxième technique du diagnostic par analyse des protéines. Exemple, on va prendre l'exemple de l'hémoglobine. La drépanocytose est une maladie autosomale récessive caractérisée par une hémoglobine anormale, dite HbS. L'hémoglobine normale est désignée par HbA. On va voir cette protéine par une séquence vidéo. La drépanocytose atteint les globules rouges. Normalement, les hématies en se déformant se frayent un chemin dans les plus fins capillaires et apportent l'oxygène aux territoires les plus reculés de nos organes. Chez les sujets sains, les hématies sont des disques biconcaves. Chez les malades, l'hémoglobine anormale se polymérise en longues baguettes qui déforment les hématies. Celles-ci adoptent des figures en faucilles, se bloquent dans les capillaires et ne jouent plus leur rôle d'approvisionnement des tissus en oxygène. Voyons l'arbre généalogique suivante qui se rapporte à une famille où il existe un individu atteint de drépanocytose. Regardons l'arbre généalogique. Il existe un membre de la famille, un 3, qui est atteint par cette maladie.
Bon, le problème, la mère en 2, donc voilà la mère en 2, craint que le fœtus à naître soit atteint de cette maladie. A-t-elle raison d'avoir peur? La réponse, les craintes de la mère en 2 sont justifiées puisqu'elle a un frère en 3 atteint. Ces parents sont donc nécessairement, les parents qui ne sont pas représentés dans cet arbre sont nécessairement hétérozygotes, puisque la maladie elle est récessive autosomale. Donc la mère en 2, elle présente un risque d'être hétérozygote. Et si son mari est aussi hétérozygote, donc ils peuvent engendrer ensemble un fœtus atteint. Pour soulever ces craintes, le médecin réalise la technique de l'électrophorèse de l'hémoglobine pour certains membres de cette famille. La technique de l'électrophorèse et les résultats obtenus sont présentés par la séquence vidéo suivante. Pour détecter les hémoglobines anormales, on prélève des échantillons de sang. Chaque prélèvement est homogénéisé, puis centrifugé, de manière à recueillir les globules rouges. Quelques microlitres de ces globules sont mélangés à une solution qui provoque leur éclatement et libère l'hémoglobine qu'ils contenaient. La technique d'électrophorèse permet d'identifier les hémoglobines anormales. On prépare la plaque qui supporte le gel dans lequel se fera la migration des protéines. Les prélèvements déposés sur cette bandelette correspondent à 4 sujets différents. La bandelette est mise au contact du gel et les électrodes sont mises sous tension. Dans cette technique, on associe un champ électrique qui provoque la migration des hémoglobines en fonction de leur charge et un gradient de pH qui permet leur focalisation en fonction de leur point isoélectrique. Les hémoglobines se déplacent dans le champ vers le pôle positif. L'hémoglobine normale, désignée par A, est celle qui migre le plus loin. L'hémoglobine anormale, désignée par S, migre moins loin. Cette différence de migration traduit une différence dans la composition en acides aminés des 2 hémoglobines. À la fin de l'opération, le gel est retiré et fixé pour être interprété. Le premier sujet, à gauche, ne possède que l'hémoglobine A, il est homozygote. Les 2 suivants sont hétérozygotes. Ils possèdent un exemplaire du gène normal A et un exemplaire de l'allèle S, responsable de la synthèse de l'hémoglobine S. Le dernier à droite a reçu de chacun de ses parents l'allèle S, il est homozygote et présente la maladie. Comme vous venez de voir, les résultats de l'électrophorèse a montré, regardons sur l'arbre, a montré que les parents en 1 et en 2 sont tous les 2 hétérozygotes et ont pour génotype HBA sur HBS. Le premier enfant est
est homozygote, HBA sur HBA. Le fœtus, malheureusement, il est atteint et il a pour génotype HBS sur HBS. Donc le risque s'est transformé en une certitude. Ce fœtus attendu, il est malade, il est atteint. Conclusion, le diagnostic prénatal est de nature à lever les angoisses des parents à risque. La décision donc de poursuivre ou d'interrompre la grossesse appartient en dernier ressort aux parents. Merci de votre attention. J'espère que vous avez profité de cette séance et bonne chance pour le bac.